Bonjour à tous. Bon, ça y est, on a eu quelques problèmes, on a eu des petits problèmes techniques là avant de lancer le live, mais on a réussi. On va être rejoint dans quelques minutes par Laïla. Et donc le sujet du live aujourd'hui, c'est la rupture conventionnelle. Et Laïla, qui est mon invitée sur le live aujourd'hui, c'est une avocate en droit du travail. Ça fonctionne. Et, euh, et voilà. Hop, alors. C'est bon, elle est là. Bon. Ça y est, J'ai changé la playlist, là, on passe sur Felicita. parfait. Bon, comment ça va, Laïla? Eh ben écoute, ça va après ces problèmes techniques, ça va mieux depuis qu'on a réussi On à se arrive. connecter. Ouais. Bon, alors, je vais couper la musique. Et puis, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Alors, donc j'étais en train d'expliquer à mes abonnés que si je t'avais invité aujourd'hui pour parler de la rupture conventionnelle, c'est parce que tu es avocate en droit du travail, donc tout à fait habilitée à parler de ce sujet. Et en plus de ça, tu es mon avocate partenaire, mon avocate de référence, donc c'était aussi une occasion de te mettre en avant, de mettre en avant ton activité. Alors, est-ce que je peux commencer par te... Ah, il y a eu un petit bug. Tu as quitté la vidéo. Ça va revenir. C'est pas grave. Les aléas du direct. Alors, on va y arriver. Hop. Bon, on a été Bon, coupé. ouais, je sais pas ce qui s'est passé, on a effectivement été coupé, désolé tout le monde. On va y Alors, arriver. on va y arriver. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Leïla. Je suis avocate Oui. en droit du travail. Je suis avocate au barreau de Paris. Et donc j'accompagne des salariés principalement dans toutes les problématiques de droit du travail, licenciement, harcèlement, rupture conventionnelle comme c'est le sujet aujourd'hui. Et puis je travaille également pour des syndicats et des comités d'entreprise, enfin des CSE comme on dit aujourd'hui, dans enfin voilà, dans toutes les questions relatives plutôt au droit collectif du travail. Donc voilà, c'est mon cœur de métier. D'accord. Ok. Et donc, bon, il paraît qu'en droit du travail, souvent, on est soit côté employeur, soit côté salarié. Toi, a priori, si tu dois définir un côté, t'es plutôt, enfin, t'assures plus généralement la défense côté salarié. Ouais, effectivement, il y a un peu un côté binaire en droit du travail, même s'il y a quelques confrères qui font un peu des deux. Mais pour ma part, moi, je fais uniquement de la défense de salariés et comme je l'indiquais, de syndicats, mais pas du tout d'employeurs. D'accord. Et est-ce que je peux te demander tout d'abord pourquoi tu as choisi le métier d'avocate et pourquoi spécifiquement la spécialité droit du travail? Ah, vaste sujet sur la question du choix de la profession. Ça s'est imposé un peu naturellement à moi à l'issue des études d'avocat. C'est venu un peu comme une vocation pour moi. Et le droit du travail, c'est venu aussi comme une révélation. C'est un droit qui est, voilà, qui est très vivant et qui est vraiment au cœur de la vie des gens. Et moi, j'avais envie de faire du droit humain, si je peux dire. Et c'est pour ça que j'ai choisi le droit du travail. D'accord. Ok. Alors, bah écoute, je te propose de passer directement au cœur de notre sujet, qui est la rupture conventionnelle. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors la rupture conventionnelle, c'est assez simple. C'est un mode de rupture singulier par rapport à d'autres modes de rupture, puisque c'est un mode de rupture qui est fondé exclusivement donc, sur le commun accord des parties. Pour pouvoir accéder à la rupture conventionnelle, il faut que l'employeur et le salarié soient d'accord pour rompre le contrat de travail. Donc à la différence de la démission, pour laquelle le salarié a l'initiative, et le licenciement, qui lui est un mode de rupture à l'initiative de l'employeur. Donc voilà, on est sur voilà, l'essence même de la rupture conventionnelle, c'est ce consentement mutuel des parties pour rompre le contrat de travail.
D'accord, ok. Et alors, j'imagine que ce mode de rupture du contrat de travail, il a des avantages par rapport enfin par rapport à la démission et le licenciement, sinon il n'existerait pas. Est-ce que tu peux nous parler de ces avantages à la fois pour le salarié et pour l'employeur? Alors pour le salarié, l'avantage, il est que, alors par rapport à une démission, l'avantage majeur de la rupture conventionnelle, c'est de pouvoir bénéficier à l'issue de la rupture du contrat de travail des indemnités Pôle emploi. C'est vraiment la différence et c'est ce qui fait que les salariés voilà, se tournent vers ce mode de rupture, notamment quand ils ont un projet de reconversion. C'est vraiment le point majeur. Au-delà de ça, en plus de la enfin, en comparaison avec la démission, ça vous permet d'accéder à une indemnité de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une démission. Et pour l'employeur, l'avantage, c'est de mettre fin à un contrat de travail avec l'accord du salarié et de sécuriser, si je puis dire, la rupture du contrat de travail parce que dans le cadre d'un licenciement, l'employeur, lui, ce qu'il va craindre, c'est potentiellement une contestation de la légitimité de ce licenciement, ce qui n'est pas le cas avec la rupture conventionnelle. Pour lui, il va sécuriser les choses en obtenant le consentement du salarié. Grosso modo, c'est les principaux avantages pour l'employeur et pour le salarié. Oui, donc du coup, c'est plutôt un mode de rupture qui est adapté dans le cas où les deux parties se quittent d'un commun accord, dans un climat qui est pas trop tendu, pas trop litigieux, Alors, j'imagine. ça dépend. Effectivement, de prime abord, c'est dans un cadre qui se passe bien. Mais parfois, ça peut aussi être une façon de sortir d'un conflit pour les parties, notamment en sécurisant l'une pour l'autre la sortie. Et donc, ça peut aussi très bien se faire dans le cadre voilà, de contextes conflictuels. C'est pas du tout D'accord. antinomique avec ça. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, une procédure de rupture conventionnelle? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est long? Est-ce que on peut solliciter un rendez-vous auprès de l'employeur et puis finalement, sortant du rendez-vous, on a signé? Comment ça se passe? Alors, tout va dépendre de la situation, enfin voilà, des relations avec entre l'employeur et le salarié, mais ça peut être assez rapide. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des échanges informels entre l'employeur et le salarié. En tout cas, pour ce qui est de la procédure en tant que telle, il va falloir qu'il y ait un entretien, je dirais un peu plus formel entre le salarié et l'employeur, entretien dans lequel on peut discuter bah, déjà du consentement mutuel pour accéder à ce mode de rupture, pour parler des indemnités, et pour parler aussi du calendrier de rupture, à savoir quand est-ce que le salarié va sortir des effectifs. Mais cet entretien, il est obligatoire. Il y en a au moins un, mais il peut y en avoir plusieurs en fonction de ce que les parties arrivent à se mettre d'accord. Donc à l'issue de ce premier entretien, on peut très bien signer donc déjà la convention de rupture, qui est Ouais. l'élément qui va sceller la rupture conventionnelle. Je ne sais pas si j'anticipe un peu peut-être tes questions sur la suite. Non, Mais, ok. Non, mais pour l'instant, en tout cas, c'est assez clair. Ouais. ce qui est sûr, c'est qu'il y a un délai incompressible, mais on le verra après, qui est que au plus vite, une rupture conventionnelle, elle peut se faire en un mois. Ça peut pas se faire en moins d'un mois. En tout cas, vous pouvez pas sortir des effectifs en moins d'un mois. Il faut ce délai. Et ça, voilà, on en rediscutera peut-être un peu après. D'accord. Et donc, il n'y a aucun problème pour un salarié, par exemple, enfin, que ce soit lui qui soit à l'initiative et qui commence par approcher, par exemple, son service RH en disant, ah bah, je suis intéressé par une rupture conventionnelle. Ça, il y a pas de grande règle sur, c'est l'employeur qui peut plus proposer. Et normalement, un salarié se met pas en difficulté s'il approche son employeur en lui proposant une rupture conventionnelle. Alors, sur le papier, c'est une rupture qui peut être proposée par chacune des parties, sur le papier. D'accord. Par contre, quand c'est à l'initiative du salarié, voilà, moi j'alerte un peu aussi nos auditeurs. Vous allez voir votre employeur, vous allez lui dire je veux partir, donc il faut être assez précautionneux sur la manière de le faire. Voilà, peut-être tâter le terrain par des collègues, par des représentants du personnel, ou en tout cas par des échanges qui soient informels, parce que vous allez dévoiler à votre employeur que vous voulez partir sans connaître forcément sa réponse. Donc, c'est à votre initiative, il n'y a aucun souci, mais simplement, il faut pouvoir mettre les formes et voilà, anticiper sa réaction parce que voilà, moi, j'ai beaucoup d'exemples de salariés qui pensent que c'est acquis d'avoir une rupture conventionnelle, qu'il suffit de la demander pour l'obtenir, mais c'est pas quelque chose d'automatique. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il y a beaucoup de salariés qui essuient des refus d'employeurs qui veulent pas accéder à ce mode de rupture.
Et oui, parce qu'en fait, si on affiche trop ouvertement notre volonté de partir ou notre empressement à le faire, l'employeur, j'imagine, peut toujours aussi un peu jouer le jeu de dire, bah en fait, si t'as vraiment envie de partir, tu démissionnes et puis voilà, tu peux pas m'obliger à accepter la rupture conventionnelle. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui vont plutôt faire le pari de se dire, il veut partir, il est motivé pour, des raisons personnelles ou professionnelles à partir. Moi, j'ai pas envie de lui faire une rupture conventionnelle pour des raisons financières ou pour d'autres raisons et donc ils vont plutôt pousser un salarié à démissionner plutôt que de faire une rupture conventionnelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire, attention, à ces premières démarches, à ce dévoilement, si je peux dire, de départ. Hmm. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les sommes auxquelles on a droit dans le cadre d'une rupture conventionnelle? Parce que tu nous as parlé de l'indemnisation Pôle emploi, bon évidemment qui est ultra importante et ultra décisive, mais sinon à quoi on a droit quand on fait une rupture conventionnelle? Alors, quand on fait une rupture conventionnelle, on a le droit à l'équivalent de son indemnité de licenciement. C'est un plancher. Donc, ça veut dire qu'à minima, vous partirez avec cette indemnité. Alors, cette indemnité, elle peut soit être définie dans votre convention collective si elle est plus favorable que ce que prévoit le Code du travail. Sinon, c'est le Code du travail qui va s'appliquer et cette indemnité, elle est fonction de l'ancienneté du salarié et de son salaire. Donc, ça va être une fraction de son salaire multipliée par son année d'ancienneté. Donc, de 1 à 10 ans, ça va être un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Et ensuite, au-delà de 10 ans, ce sera un tiers. Et on a bon nombre de conventions collectives qui prévoient des calculs plus favorables. Donc, vous l'aurez compris, plus vous avez un salaire important, plus vous avez une ancienneté importante, plus l'indemnité sera également importante. Mais c'est une indemnité qui est planchée, c'est-à-dire que vous pouvez très bien négocier de partir avec une somme supplémentaire. Et donc ça va vraiment être le jeu des négociations. On peut partir avec le minimum, comme on peut partir avec des sommes qui peuvent être 2 fois, 3 fois supérieures. Mais ça, c'est vraiment fonction du contexte. On parlait tout à l'heure du contexte conflictuel. C'est souvent ces contextes-là qui vont aussi faire que les parties vont négocier une indemnité plus importante plutôt que des contextes dans lesquels tout se passe bien. Alors après, on a aussi des employeurs, quand tout se passe bien, qui ont envie de récompenser un salarié pour les années de service qu'il a passées et décident de donner un peu plus dans le cadre de la rupture. D'accord. Et alors justement, on peut peut-être l'indiquer aux gens qui nous regardent, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, on connaît, en fait, on a la possibilité de connaître ce montant minimal de la rupture. Et en fait, ce montant, vous pouvez le calculer vous-même, puisque bah, soit il est fixé par le Code du travail, donc là, il suffit de regarder l'article qui va bien. Même vous tapez dans Google montant de l'indemnité de licenciement, vous le trouverez immédiatement. Et si il y a le montant d'une indemnité de licenciement qui est prévu par votre convention collective et que vous ne connaissez pas votre convention collective, vous regardez votre contrat de travail, votre bulletin de salaire, généralement c'est mentionné dessus. Et en consultant votre convention collective, vous connaîtrez la méthode de calcul. Mais en tout cas, je trouve que dans le cadre de négociation, c'est plutôt favorable de pouvoir connaître comme ça son montant minimal, éventuellement sa marge de négociation. Et alors, question aussi qui m'a été posée, on est bien d'accord que quand on part dans le cadre d'une rupture conventionnelle, on demande dans tous les cas le paiement de ses congés payés également. Effectivement, tous les éléments de salaire qui sont en cours, donc voilà, donc le salaire et les congés payés que vous avez acquis, mais que vous n'avez pas posé, vous partirez avec dans le cadre de votre solde de tout compte, ça vous sera payé, sauf à ce que vous souhaitiez les solder, mais effectivement, comme pour un licenciement, vous bénéficiez d'une contrepartie financière à ces congés. D'accord. Et alors, quel conseil tu pourrais donner justement pour tenter de négocier plus? Bon, sachant qu'on n'est pas toujours très à l'aise à l'idée de négocier, mais quels éléments on peut faire valoir auprès d'un employeur qui est donc a priori OK sur le principe de la rupture conventionnelle, OK sur le montant minimum, mais pour essayer de grappiller un petit peu plus, sans le brusquer, sans le braquer. C'est difficile à dire de façon générale, ça va vraiment être fonction des relations qu'il y a eu entre l'employeur et le salarié. Pour ma part, d'expérience, ce que je peux voir, c'est que c'est vraiment des situations plutôt conflictuelles, ou en tout cas, si l'employeur voilà, détecte, ou en tout cas on lui suggère des carences qu'il a pu avoir, ou des manquements qu'il a pu avoir dans le cadre de la relation de travail, l'employeur va être un peu plus enclin à indemniser de façon plus importante le salarié. Grosso modo, si tout se passe bien, lui, il n'a pas d'intérêt à aller donner de
l'argent supplémentaire, sauf ce que j'ai pu voir et ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est parfois des salariés, des employeurs qui veulent valoriser un investissement particulier dans l'entreprise au moment du départ, mais c'est vraiment faire une introspection, je dirais, de ce qui s'est passé dans la relation de travail pour pouvoir alimenter les discussions et les négociations dans le cadre de la rupture conventionnelle et donc de cette indemnité. Oui, parce qu'en fin de compte, l'avantage de la rupture conventionnelle, c'est que ça va venir un petit peu solder le passif entre l'employeur et le salarié. Parce que si par exemple il y a une problématique d'heures supplémentaires non payées, enfin on peut imaginer ce cas-là, le risque pour l'employeur d'accorder qu'une indemnité minimum alors qu'il sait qu'il est fautif sur ces sommes-là, le risque pour lui, c'est que ensuite, à côté de la rupture conventionnelle, le salarié vienne potentiellement réclamer le paiement de ces sommes-là devant le Conseil des prud'hommes. C'est ça. En fait, l'employeur, lui, il va chercher encore une fois à sécuriser les choses et le fait d'avoir une indemnité qui soit supplémentaire, ça va sécuriser les risques de contestation, d'exécution du contrat de travail. D'accord. Ok. Alors, quels arguments faire valoir pour convaincre son employeur d'accepter la rupture? Voilà, si on sent un employeur moyennement chaud. Alors, s'il est moyennement chaud, alors bon, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs, un peu, voilà, il y a plusieurs typologies. Alors, il y a des entreprises qui ont des politiques qui est pas de rupture conventionnelle, voilà, c'est des politiques corporate qui fait qu'elles font pas de rupture conventionnelle, donc elles accéderont pas à votre rupture. Soit pour celles qui sont enclins à en faire, déjà ça va être l'argument financier, c'est-à-dire que si vous avez une faible ancienneté et que votre indemnité de licenciement, enfin de départ, elle ne représente rien pour l'employeur, c'est pas un coût de vous voir partir, alors que pour vous, ça constitue des avantages d'avoir cette rupture conventionnelle. Donc l'argument financier, c'est vraiment l'un des arguments Ouais. majeurs pour convaincre l'employeur de partir dans ce cadre-là. Et après, quand bon, on a une ancienneté un peu plus conséquente, c'est vraiment encore une fois de faire l'introspection sur sa relation de travail et de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, et identifier ces choses-là pour les soumettre à l'employeur. Voilà, encore une fois, il y a pas d'argumentaire type, ça va vraiment être fonction de la situation de chacun. En tout cas, retenir que pour les petites anciennetés, c'est vraiment l'argument financier qui va jouer Ouais. voilà, en la faveur de ses salariés. Et pour celles qui ont une ancienneté un peu plus importante, ça va être de voir ce qui s'est bien ou pas bien passé dans l'entreprise pour pouvoir convaincre l'employeur, encore une fois, toujours avec cette idée de sécuriser les choses pour lui. Et est-ce que l'employeur, il peut prendre en quelque sorte en otage le salarié en disant ok sur le principe d'une rupture conventionnelle. Par contre, c'est moi qui décide quand tu partiras. Donc, tant que j'ai pas trouvé comment te remplacer, bah, tu dois rester dans l'entreprise. Est-ce qu'un employeur a le droit de faire ça? Est-ce qu'il y a moyen de contourner ce genre de méthode un peu agressive? Alors oui, et enfin, je dirais non, c'est-à-dire que ça dépend de votre obstination à vouloir cette rupture conventionnelle. Si vous en avez absolument besoin, vous allez forcément être un peu pendu au calendrier, au tempo que l'employeur va vouloir imposer. Et tout en sachant qu'on en parlait tout à l'heure de procédures plus ou moins rapides, dans la rupture conventionnelle, vous pouvez prévoir la date de sortie. Et donc, si l'employeur, et donc cette date de sortie, elle est à minima un mois après l'entretien que vous avez eu avec l'employeur, en tout cas un mois après la signature de la convention. Mais on peut très bien, il n'y a pas de préavis, donc ça peut être très bien 2, 3, 4 mois après. Et je dirais que c'est un peu difficile si vous avez vraiment besoin de cette rupture conventionnelle d'avoir des leviers. Encore une fois, après, il faut essayer de trouver des arguments dans la relation de travail, mais l'employeur pourra un peu prendre le lead sur cette question-là. Ouais, bah de toute façon, comme on est vraiment sur une situation où il faut l'accord des deux C'est ça. parties, l'employeur peut pas obliger le salarié à accepter, mais malheureusement, le salarié peut pas non plus accepter totalement, enfin, peut pas, comment dire, peut pas imposer ses conditions à l'employeur. C'est la limite un petit peu du système quand on est face à quelqu'un de mauvaise foi. C'est ça. Après, c'est vraiment la rupture conventionnelle sur plein de sujets, c'est vraiment un bras de fer. Après, l'employeur, il peut ne pas aussi avoir intérêt à vous garder longtemps dans les effectifs si il sait que vous êtes en départ dans votre tête. Donc, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans la temporalité et dans la question de l'indemnisation. Oui, oui, c'est-à-dire que au-delà même de la question financière, c'est pas forcément l'intérêt de l'employeur, j'imagine, d'avoir un salarié démotivé
qui dans sa tête est déjà sur le départ et a un peu un poids mort pour C'est ça. l'entreprise parce que il travaille moins qu'avant. Et... Ok. Alors, j'avais aussi une question à te poser concernant les incidences, parce que donc tu nous as expliqué qu'effectivement le gros avantage de la rupture conventionnelle, c'est qu'on pouvait s'inscrire à Pôle Emploi et donc toucher le chômage après une rupture conventionnelle. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que dans le cas où on part, enfin dans le cas où on a réussi à négocier une indemnité de départ, est-ce que il y a une incidence, par exemple, sur Pôle Emploi? Est-ce que Pôle Emploi, ça commence immédiatement? Est-ce que c'est un petit peu décalé dans le temps? Alors ouais, ça c'est une très bonne question et c'est important de le savoir. Pôle emploi va pas prendre le relais tout de suite à la suite de la rupture de votre contrat de travail. Déjà, la première chose que Pôle emploi va prendre en compte, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'indemnité de congé payé. Donc ça va être un premier point qui va décaler le point de départ de la prise en charge par Pôle emploi. Et la deuxième chose, c'est effectivement cette question de l'indemnité. Oui, vous allez réussir à avoir une indemnité supplémentaire et c'est génial. Mais cette indemnité, pour la partie qui est en deçà de l'indemnité de licenciement, elle va rentrer, Pôle emploi va la prendre en compte pour, encore une fois, décaler votre point d'entrée dans le chômage. Et donc, voilà, selon un calcul que vous trouverez très, très facilement, on vous mettra les liens sinon en barre d'infos. Mais du coup, il y aura un décalage. Pôle emploi va prendre en compte cette somme pour calculer le délai avant lequel vous serez indemnisé du chômage. C'est-à-dire que oui, plus on est indemnisé dans le cadre de la rupture conventionnelle, C'est plus ça. ça décale les droits au chômage. C'est ça. Donc parfois il y a des salariés que ça peut aussi un peu effrayer, mais si vous avez un projet, encore une fois, de reconversion, vous savez que vous n'allez pas reprendre un emploi tout de suite, c'est toujours plus intéressant. Certes, vous allez avoir du temps, vous allez avoir de la carence, mais c'est autant de temps que vous allez avoir ensuite de prise en charge par Pôle Emploi. Donc il ne faut pas non plus être effrayé par cette carence, mais il faut bien l'avoir en tête parce que c'est pas la même chose d'avoir une somme d'argent disponible tout de suite et des allocations que de ne pas avoir d'allocation. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en Mm. tête. Et il y a des salariés qui ont un peu la douche froide quand Pôle Ouais. emploi leur dit bah non, vous serez pris en charge que dans 4 mois. Et donc il faut vivre sur cette indemnité, alors même qu'on avait peut-être prévu de faire autre chose, d'investir, de Avec, ouais. partir au soleil. Et c'est pas le cas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Pôle emploi considère que c'est un espèce de revenu de remplacement et C'est ça. que, voilà. Ok. D'accord. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être voilà en voie de demander, de solliciter une rupture conventionnelle qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme dernier conseil, si t'en as un à donner en plus? Moi, déjà, mon warning, je dirais, c'est vraiment ayez en tête que c'est pas automatique et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'il y a trop de salariés qui pensent que c'est acquis et qui sont déçus quand ils se voient opposer un refus. Et donc, du coup, comme c'est pas acquis, prenez des informations en amont avant de vous dévoiler auprès de l'employeur. C'est pas anodin de dire à son employeur, je ne veux pas rester dans l'entreprise, même si vous avez des raisons tout à fait légitimes de ne pas vouloir y rester. Donc, faites ça doucement. Ne mettez pas tout de suite par écrit vos intentions. Prenez la température, appelez les RH, provoquez un rendez-vous pour voir comment vont les choses. Ça, c'est voilà, ma principale recommandation, c'est de vraiment tâter le terrain et de faire attention à pas exposer ses velléités de départ, notamment par écrit, parce que si vous essuyez un refus, ça peut un peu complexifier la suite de la relation de travail, la relation contractuelle. Oui, puis il faudrait pas que ce soit non plus interprété comme une lettre de démission. Si vous mettez C'est par ça, écrit je veux partir le plus vite possible, ça pourrait être. c'est ça. Ok. Très bien. Et alors toi, est-ce que par exemple, dans le cadre de tes services, on peut te consulter justement pour un accompagnement à la rupture conventionnelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez vous faire assister donc voilà d'un avocat dans ce cadre-là. L'idée souvent c'est quand ça bloque sur la question de la rupture conventionnelle, vous n'avez pas réussi à obtenir une rupture conventionnelle ou éventuellement vous posez la question de négociation, vous savez pas trop comment vous y prendre. Vous pouvez bien évidemment recourir à un avocat, ça se fait extrêmement fréquemment. Donc voilà, c'est dans ces deux cas ou sinon plus largement, parfois c'est des salariés qui sont un peu le nez dans le guidon
dans leur travail, qui souhaitent partir mais ils savent pas comment. Et puis finalement, en processant, on va aboutir à réfléchir sur la rupture conventionnelle. Mais c'est dans ces trois cas de figure, effectivement, faut pas hésiter à faire appel à des aides extérieures. C'est pas évident d'être clairvoyant dans ce genre de démarches qui sont importantes, surtout en fonction de vos projets derrière. Donc ne pas hésiter effectivement à consulter un professionnel. En tout cas, avant ça, à consulter un représentant du personnel et in fine, et éventuellement un avocat. Oui, parce qu'en fait, c'est pas parce que à la base, une rupture conventionnelle, ça se fait avec le consentement des deux parties, qu'il peut pas y avoir d'intervention d'avocat. Enfin, parfois, l'intervention des avocats, c'est justement pour permettre à la négociation d'aboutir et ça vient pas forcément C'est ça, tendre les relations, quoi. l'idée, c'est aussi parfois voilà, de recourir à un avocat qui va discuter avec l'avocat de la société. Ça va permettre un peu de décorréler du terrain, je dirais, les Les discussions. passionnés, ouais. Et c'est ça, ça va permettre un petit peu de rediscuter et de voir comment on peut aboutir à une sortie qui soit acceptable pour tout le monde. Et voilà, c'est cette intermédiation que permet le recours à un avocat. Donc, ne pas hésiter, si il y a des situations de blocage, à recourir à un professionnel dans ce cas de figure. Et vous inquiétez pas, les avocats sont formés pour ça. Ils sont formés pour savoir comment approcher Outre, l'employeur, savoir comment lui dire, bah écoutez, voilà, on va discuter ensemble, donnez-moi les coordonnées de votre avocat et on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est sûr que, oui, disons qu'il y a, enfin, disons qu'à mon avis, si vous vous posez la question de recours à quelqu'un, ou si vous vous posez la question de la rupture conventionnelle et que vous savez pas vraiment comment vous y prendre, moi je dirais il y a deux temps. Soit vous le faites en amont, vous vous approchez un avocat pour un petit peu expliquer qu'est-ce que vous ambitionnez de faire pour qu'il valide avec vous ou qu'il vous donne des conseils adaptés à votre situation avant justement d'enclencher la dynamique. Soit sinon c'est après l'avoir enclenché, quand vous sentez que c'est bloqué, là prendre un avocat à ces deux moments, à ces deux stades, je pense que ça peut être intéressant. Et surtout en amont, ça peut être intéressant. Voilà, je dis pas qu'il y a vous pouvez vous pouvez avoir des maladresses, faire des choses un petit peu, voilà, maladroites. Donc ne pas hésiter à avoir un avocat avant qui vous dira faites ci, faites ça. Je pense que c'est une bonne chose. ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Laïla, pour tous ces renseignements. C'est super précieux. Et puis, ce que je vais faire surtout, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez vous adresser à Laïla, je vais me permettre de poster ton adresse mail, comme ça les gens pourront te contacter éventuellement s'ils ont des questions, mais surtout s'ils souhaitent prendre rendez-vous avec toi, hein, parce que t'es pas là pour répondre à mille questions enfin gratuitement comme ça. Tu n'es pas un service public, tu es une professionnelle et oui, j'insiste un petit peu là-dessus parce que il y a pas si longtemps que ça, je faisais le même métier que Laïla. C'est vraiment super important de comprendre que le métier d'un avocat, c'est vraiment c'est pas forcément de donner des réponses génériques parce que ça je dirais que finalement on peut en trouver auprès même presque d'autres personnes qu'un avocat, mais c'est vraiment d'avoir un conseil personnalisé qui prendra en compte les particularités de votre situation et donc d'avoir du sur-mesure. Donc ça vaut parfois le coup de faire appel à un avocat, de payer une consultation pour eh bien avoir ce que vous souhaitez obtenir pour sécuriser ce genre de démarche et puis voilà obtenir parfois aussi des indemnités qui sont plus importantes. Donc c'est un bon investissement, je trouve. Et c'est aussi de la sérénité de se dire que quelqu'un s'occupe des démarches à votre place, en tout cas en partie, ça permet de se débarrasser d'une certaine partie du stress. Donc je tenais à insister là-dessus. Merci beaucoup Laïla pour tout. Ben, merci à toi. Prends Et bien puis, soin de toi en ces temps sanitaires c'est ça. légèrement troublés. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci Laïla et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Au revoir. Et ce live sera bien entendu